comme je me suis accusé d'une certaine manière de rester dans les stéréotypes ou suivre mes stéréotypes. Mais d'où viennent mes stéréotypes? Bon, je me suis bien expliqué et je n'ai jamais utilisé le mot stéréotype. Mais on peut recevoir ça comme si j'étais dans une stéréotype parce que j'ai réitéré tellement le mot de réitération, même si on omet, n'est-ce pas, par une certaine courtoisie, le mot, le concept de différence, n'est-ce pas? Oui, c'est évident maintenant dans notre siècle que s'il y a une différence, il peut y avoir dans la trace, au sens d'artefactualité, et désœuvrement humain, y compris désœuvrement, justement, soi-disant artistique, soi-disant, je veux dire que le mot l'art est faible de sens. Moi, je cherche dans la marge selon le contenu. Ce matin, c'était le titre de mon film, c'était une praxis axiologique. D'abord, j'ai pensé une praxio-axiologie. C'est très prétentieux, pas encore, c'est pas la peine, mais une praxis que j'ai bien développée comme tel. Ça aussi, c'est une stéréotype dans l'histoire de la philosophie, mais sans nommer, sans comprendre surtout philosophie de l'action, y compris. Eh bien, axiologie, c'est-à-dire quelque chose qui présupposerait quelque chose comme axiome qu'on ne peut pas prouver ni par un syllogisme, ni par un raisonnement, ni une déduction, ni encore moins une induction. Voilà, ça s'impose d'emblée. Moi, j'ai utilisé le terme que je n'ai pas utilisé auparavant, c'est empressement, ce qui s'impose par un empressement. Ça c'est bien, bien que je souligne sa sublimité. Aujourd'hui, je suis très recherché par les abeilles parce que je sens les fleurs, toutes sortes de sève. Alors, je vois un chien, un chat, deux chats, les corbeaux, les muettes, ça va, je suis dans mon atmosphère. Je stimule. Et à la tombée de nuit, donc, ce qu'il faut faire, une chouette prend son vol et revoir ce qu'il a déjà fait. Ah, j'ai trouvé une étoile rouge par terre et c'est desséché, mais c'est déjà pas mal. C'est une journée, surtout l'après-midi, humide, pas beaucoup de pluie, mais pendant que je dessinais quand même, il pleuvait et pendant que mon grand paper se sèche, il pleuvait encore et ça enrichissait aussi le dessin. Donc, je suis stéréotype, non. C'est une sorte de fidélité à un processus, oui. Mais dès que je m'entache de stéréotypes dans ce que je fais dans le dessin et peinture, là, effectivement,
je sens une force impulsive de changer de tonalité, ton spiel. Pourquoi pas sortir d'une variation arithmétique alors que les lignes virtuelles se bifurquent à une ligne au désavantage, on ne dit pas désavantage, mais voilà, à l'étouffement, disons, d'une autre ligne possible. Je peux à tout instant retourner à mes ressources qui n'existent pas, mais je me suis créé, je suis tombé dans le dedans des Stimmung, je ne les lis pas, et ça fait œuvre par disjonction, c'est-à-dire un certain orientalisme, pourquoi pas, y compris dans la peinture. Et tout est, à peu près tout est permis dans la littérature moderne, dans l'écriture surtout, changement même, n'est-ce pas, des pronoms personnels d'une phrase à une autre, non pas pour justement désorienter le lecteur, mais d'une raison ontologique que je ne peux pas expliquer. C'est profonde causalité, mais ontologique. Oui, c'est pour ça que je préfère dire que ça s'impose par un empressement dans une liminaire d'une sublimité. Là, ce sont à peu près mes propos maintenant développés de ce matin, d'hier, 5-6 décembre. Aujourd'hui, c'est 7 décembre. Je sais que vous n'aimez pas les comptes rendus, mais j'essaie de parler degré par degré, descendre à une souche, à un niveau, à un registre, en passant par des conclusions provisoires, très artificielles et des comptes rendus encore plus mécaniques, journalistiques, comme de mémorabilis, à une écriture. D'abord, dans la peinture, tout est possible, mais ça se discrédite facilement. Mais dans la littérature, dans l'écriture, également tout est possible, mais bien sûr, il y a des impératifs de la grammaire, des mots, structure, des phrases. Il faut que ce soit encore lisible leur détournement. Dans l'image, c'est pas si facilement déchiffrable. C'est quoi le peintre détourne à ce moment-là? Il ne faut pas que ce soit une affiche ou un slogan. Voilà. Là, tout en restant dans l'élément de la peinture, comment faire, comment savoir? D'abord, qu'on est en train de détourner quelque chose, ou bien tout en voulant, par ses volontés ou intentionnalités de détourner, on retombe en plein milieu, comme hier soir. Donc, je répète, je réfère à mon discours à un certain Watteau, à un certain Fragonard qui est devenu ma chose pour des raisons non pas essentielles, mais j'appelle chaque fois que je vois une balançoire digne d'avoir ce nom. Et comme maintenant je suis dans la proximité, je l'appelle en référence à un tableau de Fragonard, balançoire à Fragonard. C'est devenu une expression privée dans mon lexique, ça veut dire que
je balance loyalement. Vous voyez, je m'en fous, et bien que ça m'intéresse extrêmement. Et aujourd'hui, je suis resté avant. Cette grande cérémonie de zen commençait à peindre, préparation lourde, ça déjà, ça fatigue déjà, mais c'est à la fois exaltant de préparation non pas de produits ni de matière première, mais il faut le donner. Voilà ce qui tombe sous ma main. Mais vorhanden. À ces choses-là, moi, je comporte comme elles sont des Zuhanden, à la fois que je rejette, utiliser le terme que j'utilise, la matière première, ne serait-ce que pour la peinture. Rien n'est pas disposé à notre, à notre action d'écrasement avec les doigts. Alors que les grains résistent, il y a des gros grains qui ne donnent pas leur chair charnue, je dirais. Plus on s'enfonce dans l'hiver, il n'y a plus de grains, il n'y a plus de sel, mais il y a des différentes herbes, herbothérapie, herborium. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Herbery. Ah oui, dans mon roman, j'ai utilisé jachère, pardon, avec le verbe jachère, jardinage à jachère. J'ai utilisé, à mon avis, beaucoup. Donc, mars, avril, mai de cette année. Là, on est dans la friche de plus en plus, mais on ne peut être plus content. Là, il y a eu des films que j'ai, sans programmer, j'ai transmis un sentiment par rapport à la destruction, bien sûr, de la nature dans les milieux urbains et ce qui se passe au niveau architectural, à mon avis, qui n'a rien à voir avec une musique, surtout ton spiel, mais ni une cristallisation de la pensée, ni une musique digne de ce nom. Il y a un jeu sûrement, un spiel, mais c'est un jeu comme de plus bas utile, plus utile et en plus pour donner une certaine attrayance, n'est-ce pas, attraction, l'attrait. Et on utilise certains procédés de courbure, etc. Ça m'intéresse nullement. Mais l'architecture, dans son sens essentiel, ça m'intéresserait. Ça m'intéresse. Bon, herborium, cette senteur, cette dahlia, ces odeurs en peignant. Ça m'exalte parce que la nature, justement, ça se dévoile en odeur et en couleur aussi, en même temps. Pour les yeux fatigués de moi, supposons que je n'aurais pas de main. Alors, comment peindre?
Il a des pieds, bien sûr. Il a des bouts de nez. On n'est pas obligé de peindre non plus. En fait, si j'avais une culture musicale, n'est-ce pas, Hindemith, Stockhausen, j'aurais pu essayer d'abord utiliser les instruments musicaux que je possède à la maison, par curiosité, mais je bousille les timbres, alors que une fois j'ai dessiné un piano sans pianiste dédié à Chopin et sa petite copine, je dirais, Salomé. C'est une dessin somptueuse, parce qu'on m'avait demandé à l'époque comment peindre la musique sans utiliser le sigle de notation musicale. Moi j'ai utilisé également les notations musicales, mais j'utilisais quand même au-delà de toute Bragg avec son violon, avec la courbure des fesses. Je crois que c'est bien traité ce sujet de cubiste, pourquoi il peut faire violon. Même chez Chagall, il y a un homme ou bien un juif qui joue un violon, mais il a l'air un violon ou un violon de gamba peut-être. Il a l'air de jouer soi-même. Enfin, le cœur et l'instrument devient un. Ça, par contre, ça m'intéresse extrêmement. Dans ma prime jeunesse, j'avais écrit un petit texte concernant justement cela, c'est-à-dire propriété et l'instrument musical est comme le cœur humain, comme instrument musical, est dans une sorte de symbiosis avec cet dispositif musical-là, sonorité. Hier, à partir de Brecht, j'ai développé, n'est-ce pas, cet exemple que même pas Brecht avait donné, entre les dents, un fil de cuivre tendu. Ça fait une sonorité avec les doigts qui fait de petites pressions régulières ou irrégulières là-dessus, mais cette fois, moi j'ai essayé pendant mon enfance et ça donne extrêmement forte impression que on se demande si de l'extérieur les gens peuvent ressentir la même chose que vous en exécutant ce morceau qui n'a jamais écrit votre force. Votre force, tout simplement, votre a permis d'avoir lieu et aussitôt que vous êtes satisfait, cette épreuve éprouvante s'arrête, mais son impression reste. Donc une fois dans la vie, surtout dans les primes enfances, il faut l'essayer. Hein. Je n'ai pas essayé, même avec le plastique, fil de fer, ça peut marcher. Il ne faut pas abîmer les dents pour un profond sentiment de 36 pieds sans avoir un instrument. Vous êtes à la fois un violoncelliste et vous êtes à la fois l'instrument, un instrument à l'air
flûte aussi c'est bien, mais il faut avoir une bonne qualité de bois. Mais chez les orientaux, cavale, même cavale. Et il y a tellement de variations. Je suis tombé par hasard ce matin en sortant de chez moi, effectivement, ce monsieur qui est en train de jouer ce que nous appelons Touloum. Ça existe chez les Écossais, dans l'est de la Turquie, Artvin, et sûrement dans des autres endroits montagnards de nord-est de la Turquie et en Caucasie. Voilà, je vous en faire écouter.
on ne t'appellera pas le philosophe, un écrivain, non pas un écrivain. Parmi les autres, un Dasein parmi les autres, un étant parmi les autres, étant, était, ayant été et fut, non plus, non guère. Et finalement, quand je recompose sans configuration, parfois en passant par la figure comme fil de conduite, le nodus navreux, comme je dis, et on arrive à quoi? On arrive à un schématisme, c'est-à-dire soit le point du départ, on retourne au point du départ, mais si on recule trop, il n'y a que le divers, donc le chaos. Tout combat, Mein Kampf, c'est contre le chaos. Chaos, et non pas pour donner l'ordre catégoriel. Alors, ça, c'était une première scène. On avance. Je vois que dans mes enregistrements à longue durée, 1 heure et quelques minutes, il y a des moments, forcément, il faut l'appeler correctement, mais je ne sais pas comment l'appeler. D'abord, j'ai dit, ça a l'air d'une certaine improvisation. Non, parce que, oui, on peut dire thème et variation, des variations autour d'un thème. Non, c'est pas ça, c'est dépassé. On peut dire que ce sont des mots de conclusion, récapitulation. Ça, c'est plus proche. Mais ça a l'air d'être une improvisation plus qu'une conclusion à raisonner. Mais improvisation ne peut pas avoir eu lieu parce que c'est déjà toutes les prémices, tout le concours de circonstances, soit atteigné, soit laissé en libre cours, soit coupé court pour s'enchaîner à une autre chose. Mais qu'est-ce que c'est cette autre chose? Et c'est pas un point, monument colossal, pierre noire, mec, etc. Non, c'est pas de l'ordre matériel. Bien sûr, ça concerne à la fois magie ou secret de la matière. Donc, on connaît encore très peu de choses. Et, comme j'ai dit, j'ai bien expliqué les méandres de mes propres pensées, soit que ce soit de l'ordre noésis poético, soit que ce soit de l'ordre noésis pathéticos. Effectivement, je procède par la pathéticos dans un certain moment. Donc, un décollement, un vol, un survol, voilà, un survol, un vol d'oiseau qui ramasse tout. Et j'ai bien écrit, parlé, enregistré en ce qui concerne synthèse passive et synthèse active. Et là où il y avait une indécidabilité entre l'actif et passif, d'où notre génitif actif-passif qui est souligné par Derrida. Il faut arrêter par moment pour réfléchir, non pas moi j'ai tant réfléchi,
Mais pour vous, un temps génitif, actif-passif, dans notre grammaire, réversibilité des choses, d'où vient une certaine interprétation de la dialectique, et non pas héraclétien. Peut-être héraclétien, et non pas hegelien. Peut-être hegelien, d'un certain hegelianisme. Mais, comme c'est souligné par Georges Bataille, et nous est exposé, explicité par un certain Jacques Derrida, la dialectique. Aujourd'hui, hier, dans les années 70, et aujourd'hui. Et cette question de la réversibilité, le problème d'anagramme, l'impossibilité de l'erreur dans la dialectique et la place de la négativité, justement, en ce qui concerne l'erreur. Ça, c'est nouveau et il faut bien expliciter. Pour les raisons seulement méthodologiques. Et, bien sûr, la voie, la question est dichotomie entre la voie et la trace. Mort, sarcophage et tintamarre de aboiement des chiens. Oui, on s'est habitué, mais c'est colons, impossible. Constatation de Jean Baudrillard, selon en ce qui concerne les gratte-ciel qui m'intéressent guère, je trouve inhabitable. Je trouve que c'est quelqu'un où aujourd'hui, déjà, je pense à c'est quelqu'un l'inhabitable. Nos villes, nos quartiers deviennent inhabitables sous un prétexte de reconstitution urbaine. Je suppose que c'est même Mogadishu, c'est le même problème. Notre Afrique intérieure. C'est-à-dire que nous avons perdu. Oui, je vais commencer à retourner à mes ressources ultra urbaines pour plaidoyer comme n'importe quel peintre parisien du 19e siècle, le peintre à chevalet, comme moi-même, n'est-ce pas? Je porte mes couleurs sur mon dos, je porte mes papiers non glacés, imperméables, etc. Donc, je suis dans un processus de pigment et de figuration. Figuration, c'est secondaire à l'élaboration, donc c'est pas l'essence. Moyen. Là, si vous voulez cet avertissement de Freud, vous retirez toute la philosophie kantienne et j'espère que, ou j'espère non, vous en foutiez loyalement. Parce que nous n'avons pas dans la connaissance des moyens et des cheminements, des points d'arrivée, le point de départ et des guerres de 14-18 et tous ces naufrages du siècle. Tout ça, ce sont des citations de titres de mes films, de mes œuvres. Non pas de jeunesse, mais par précarité de moyens, de petites déclarations filmiques. Et
Maintenant, maintenant, depuis quelque temps, seulement 4 jours de repos peut-être, hein, pendant lequel j'ai taillé des bois, je cirais des chaussures, le bois double, gratte-ciel, Twin Towers, etc. Là, je n'arrête pas le travail, mais je sais à peu près par un instinct qui s'est développé, fait donner des repos, répit, de séquentialité, d'où l'essence de n'importe quel anodin romancier et d'un cinéaste. Et que je filmais quelque chose trop long et trop chargant. Non pas périmètre, mais un gigabyte. Donc, qui s'intitulait cinéma pur. Il faut dire plutôt pur cinéma. Hein? Ça serait plus clair et déclaratif. Pur cinéma. Et il faut même crier pour que ça résonne entre deux colons en vide, invivable. Et cherchant depuis longtemps un séjour habitable. Et j'ai une absence, je dois dans mes films, non. J'ai quitté depuis, j'avais pas quitté ma ville natale pendant à peu près 4 ou 6 ans. Et juste la semaine dernière, j'avais quitté, mais c'est une anecdote qu'on peut prolonger. Dans mon absence, il y avait la neige et tout. Et sur la route, j'ai vu cette neige. Et dans mon arrière, mon chien, cher Istanbul, tout était ensoleillé, avec les incontrôlables des mouvements aériens et des lumières changeantes. Et bien sûr, en automne, en fin fond de novembre, tout le feuillage et tous les grains tombaient par terre. Et là, c'était une secousse saisonnière, pas tremblement de terre. Alors, pour un peintre qui prétend d'être philosophe en même temps, ou qui prétend revenir à la pensée de la philosophie, ou remonter à la philosophie à partir de la pensée, alors là, l'affaire praxis, et bien sûr, dépasse un peu le concept aristotélicien de bios théoreticos, la vie philosophique. C'est trop large, trop général, ouvert à tous les malentendus. Même quand je faisais des autostops à Paris, de Paris à Clermont-Ferrand, dans une énième déviation de route vers le sud. Là est un monsieur classe, mais dans le petit matin ou bien d'un hiver ou d'un printemps printanière, justement. Donc, dans un crépuscule, là, il m'avait demandé dans son
dans sa voiture cette question. Ah, vous faites de la philosophie. Voilà. Le point où on coupe toutes les relations et des affinités humaines. Parce qu'il est... Bon, je ne continuerai pas dans ce sens-là. Je vais ramasser et essayer de donner le nom, soit que dans la théorie que j'ai développée, cela s'appelle synthèse active-passif ou synthèse passif, déjà assez difficile. Et son rapport avec le travail de l'inconscient et réélaboration en vue de figurabilité et retour rétrospective, regard rétrospective qu'on opère en amnésis dans le jour de vieillesse ou après coup, tout simplement dans le terme temporaux, ça s'appelle après coup, mais c'est déjà tellement caricatural ou tellement de l'autre sigle. Et j'essaie de le développer, tout simplement, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? De suivre à la fois mes pensées comme les choses les plus fidèles et les plus dignes d'avoir la confiance et la matière si bas sur laquelle je pose mes pieds comme des cartes, alors que notre conception philosophiques sont totalement différentes, mais nos prémices, c'est-à-dire quand elle a ce sentiment de philosophie, je dirais, il paraît que Gilles Deleuze, il est nordique de la France, et il a eu dans son prime jeunesse, une expérience dans les rochers, je ne sais pas de quel rocher, de la côte de Manche, et il aurait décidé d'être philosophe, et non pas autre chose. Et de l'autre côté, un certain Foucault, bien le fils d'un médecin un peu et il aurait pris tous les cheminements de sciences sociales, médecin, sciences sociales comme médecin, oui, extrêmement important. Et non pas biologie. La biologie n'est pas une science neutre. Je parle de Foucault et son père est... C'est pauvre jeunesse, là. Je m'arrête parce que je manque d'informations, parce que ce matin, j'ai même prononcé théâtre philosophique à l'envers. C'est pas Gilles Deleuze qui écrivait sur Foucault, sur sa sœur, mais c'est justement Foucault qui écrivait sur Gilles Deleuze, convenablement, et le petit article que j'ai lu dans la bibliothèque de Sainte-Geneviève, dont la moitié était volée en déchiré comme un tableau de Rembrandt à Jean Genet, j'ai eu la chance de lire à moitié et par manque de correction, j'ai fait cette erreur, omission. Et il ne s'agit pas d'une erreur existentielle parce que c'est vice-versa, double colon Deleuze, Foucault. Et l'autre, jaloux, petit juif, qui est descendu de l'Alger, de Tanger, pied noir,
Jacques Derrida travaillant dans sa collège. Et là, ils étaient 16 1 voyez, non pas récapitulation ni à la fin de sa vie quand même, Monsieur Derrida lisait, écrivait, donnait la place dans ses cours à Gilles Deleuze, alors que dans son discours oratoire, Oratio Mortificum, il disait que je dois maintenant errer tout seul. À la mort de Gilles Deleuze, Derrida écrivait une petite oration funèbre, là où il disait, où le titre c'était « Maintenant je dois errer tout seul ». Donc ce même Jacques Derrida, qui conclut son affaire avec Gilles Deleuze en disant que maintenant, à partir de sa mort, je dois m'errer tout seul. C'est extraordinaire oraison funèbre. Mais peut-être que, oui, la bêtise ou tout thème de bête qui revient, je suppose, dans la bête et la souverain, donc compilation de ces séminaires. Il manquait peut-être autre chose que Gilles Deleuze clairement, ouvertement avait écrit et prononcé que pour le chien, qu'il était vilain, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Pour nous en turc, je ne sais pas comment chez vous, pour le chat, on dit nankeur. Ça, c'est difficile à traduire. Nankeur, celui qui n'a pas de reconnaissance. Oui, ça c'est explicatif, mais c'est pas un mot. Nankeur, ça vient de persan, en turc, ça vient de la persan, du persan, la langue turque, nankeur, c'est-à-dire un chat, bien que où le possédait, comme moi, mon chat, le domestique pauvre, qui vit depuis 25 ans avec moi et qui n'arrive pas à mourir comme moi. Donc, comme n'importe quel autrui, à mon avis, il est non reconnaissant. Je disais dans mes premières années que je possédais ou adopté un chat à la maison, et en racontant mes expériences et les premières expériences de lointaine de l'extérieur en tant que phénoménologue, je disais à mon ami avec qui j'avais des conversations que je t'assure que les chats ne nous considèrent pas comme ces dieux. Voilà. Ça serait inoubliable réplique de moi. L'homme dans son espèce et dans son genre. C'est une mythologie, toute une mythologie interminable qui n'a pas de fin, apparemment, dont le début
à peu près esquissé par quelques auteurs. L'auteur, l'écrivain, le peintre, etc. Point. On ne peut pas les considérer comme des hommes illustres, etc. Ce sont des fallacieuses dénominations. Un auteur n'est pas un homme ni une femme, encore moins, selon la tradition, en addition. Alors, en total, l'homme qui crée sans cesse, si ça existe, supprimons toutes les hypothèses de Dieu, semi-dieu, malheureuse tragédie grecque, très touchant, poésie lyrique hébraïque, Jacob, ses escaliers, mis à côté, comment? Comment? Par l'architecture, éviter les marches, les descentes, l'ascendance et la génération des icônes, que tout va être résolu d'une seule couche. Mais en tant que tel, donc on parlait de Jacques Derrida, d'un sujet empirique, un sujet transcendantal qui s'entrelace dans la même sous la même signature signée Jackie. Jackie d'Algérie ou de l'autre Cap, etc. Ceci, comme ceci n'est pas un pipe, ceci ne peut être considéré comme une institution philosophique de l'université d'Yvelines ou d'un banlieue de Fontenay rose ou d'un char noir, etc. Toute une mythologie mise à part. Il s'agit d'une étudiante, au sens de Robert Musil, Thalès, étudiant Thalès. Comment on peut traduire cela? Bon, je vais y retourner parce que j'avais déjà traduit un terrible étudiant. Thalès, dont le potestas potentialita se résume à saisir d'abord Hegel, par exemple, et ensuite l'interprétation et les écrits de bataille sur Hegel, la fossé, le creux, notre contexte d'aujourd'hui, en ce qui concerne dialectique indialectisable, non dialectisable, le cru, la chute totale, perdition, qui est prévue, bien sûr, dans la logique de Hegel, mais éviter que nous appelons des circonstances atténuantes. Atténuation, toute cette douceur dans le champ de bataille qu'on voit chez Hegel, mais finit toujours, n'est-ce pas? Et oui, disons-le clairement, dans une interprétation catholiciste du christianisme qui explique beaucoup de choses quand même, Golgotha, fossé,
pour porter sa propre quoi, etc. Ça, ce sont des œuvres, non pas des grandes œuvres, pas toujours monumentales. Ça, c'est du politique, du côté politique, théologique, politique. Mais c'est se dresser, s'ériger, érection, reste debout, l'homme au sens de homo erectus, être digne, n'est-ce pas, au sens kantian cette fois, si, non pas être, au sens kantien, je vous souligne, non pas au sens lévinasien qui est dérivé par Kant directement, qui nie. Vous voyez, le tableau philosophique, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie, lu, revu et corrigé, explicité par moi. Je reprends le relent de l'explicitation, même pas anthropologique, même pas sous physique, hypophysique, hyperphysique. Vous voyez, chez Kant, dans la métaphysique de Marx, cette exquise de l'humanité qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend de l'anthropos, parce qu'il dépasse l'anthropologie, et qui prépare une méontologie, au sens où j'ai exquisé, méontologie, kantien c'est autre chose, méontologie, lévinasien c'est autre chose, méontologie déridien c'est autre chose, et c'est un éclat de chaleur, par exemple, un éclat, une lumière dont on peut spéculer son rapport avec gamme de couleurs, visible et invisible, les ondulations, etc. J'arrête là, parce que ça touche à la même peinture, visible à l'invisible, via Merleau-Ponty. Et cette touche-là, cette ligne virtuelle qui n'a pas prévu, qui est prévu bien sûr par Leibniz, qui est ouvert qui est ouvert seulement aux yeux aveuglés d'un peintre, comme irradié non pas une retombée du soir ni l'automne, mais humide, aride, hiver, qui s'annonce dans le fin fond d'une forêt noire qui n'est pas localisée dans l'Europe, dans un désert ou dans une insularisation dont les archipels qui s'éteignent tout le Pacifique, le gouffre de l'Atlantique, et qui retombe dans cette boue qu'on appelle Méditerranée pour se remonter à une exquise entachée de matériaux végétaux. Constantinople, nouvellement Istanbul, ceci est ma chair, et ceci est mon sang, et vous pouvez en distiller dans votre charbon en toute activité de Héphaïstos, comme vous voulez. Donc, lapsus, l'omission, oubli, c'est ma manière, non pas d'exister, mais le sens courant
le discourir, ça implique de cela, au sens où, en ce qui me concerne, c'est ma manière d'être Gatschitaine dans une autre langue qui n'est pas la mienne. Et même si c'était la mienne, c'est-à-dire je me sentais bien dans la spontanéité d'un afflux ou le flux de pensée ou d'enchaînement, soit illisible, soit lisible, soit raisonnable, soit dans ces creux et dans ces hauts. Ce qui est la mienne, ça fait leur et non pas forcément disjoint, comme on entend dans ces années-là, qu'on connaît bien la structure. C'est-à-dire, après Baby Boom, il y avait une rechute qui a donné le lieu à 68 que Derrida a refusé de lire le Socius, mais pour éviter ce qui est le pire, c'est-à-dire Georges Bataille qui avait signalé dans la dialectique hegelienne que Hegel avait pris toutes ses précautions, Derrida a pris toutes ses précautions et a son archive maintenant à Ivry, non pas à Heidelberg, ni à Freiburg, ni loin de Paris, loin de l'école des études supérieures, ni école, bien sûr, de rue d'Ulm. Il ne s'agissait pas tout à fait comme la mienne, une école buissonnière, mais en garantie de judaïté inhérente finalement, qu'il faut être d'une façon ou d'une autre fidèle, comme la chose était inconnue, et entaché comme tachisme de la peinture, entaché sur son front, pas jeter, n'est-ce pas? Et dernièrement, pour rester dans l'explicatif pédagogique, l'œuvre dernière n'existe pas, j'y retourne pas au problème colossal. Tout simplement, je voulais dire pour dernièrement que l'œuvre telle qu'elle se présente peut être faussé, sarcophage, tombeau, invariablement certaines œuvres d'art interprètent, bien sûr, selon le mode existante ou élargie de l'espace-temps, de l'espace-monde dans le temps et dans la température de l'espace. Ceci est dit, élargit l'œuvre au-delà même des espérances, de bios d'une vie, d'une biographie, d'une bios, soit fictionnelle a fortiori. Ceci dit, l'heure tombe ou se relève, c'est-à-dire il y a une phénoménologie de la bassesse qu'il faut entrer dans ses entrailles et il faut remonter et pouvoir, on se plombe
le journal et qui n'existe que par semaine, par 6 mois. Dans cette insularisation, îles, presqu'îles, gouffres, montagnes, plaines, toute géographie qui sert à la philosophie comme forme d'une pensée dans laquelle l'impensé nous régénère aujourd'hui, nous relance pour penser, ce que j'appellerais le dessin, au sens du, non pas du catholicisme au sens religieux, mais au sens d'une universalisation apostolique d'un certain haut et bas, apothéose et bassesse des enfers, dans le purgatoire comme médian et médiation, qui nous sert à faire des entrées et sorties de certains gouffres et d'une certaine bassesse mise en parenthèse comme monde immonde, notre monde immonde. Mon film archi connu en ce qui concerne toute la géophilosophie d'une approche phénoménologique digne d'un humain, mais qui ne restera pas dans le perspectivisme et qui descendra toutes les caveaux, et s'il sort vivant dans les cimes, non pas des arbres, mais aux cimes en général. Chercher d'où vient le mot.